Dans la nuit, sous Nice, des hommes rampent dans les égouts avec des chalumeaux, des sacs et une idée folle. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment Albert Spaggiari a transformé un sous-sol immonde en porte d'entrée du coffre le plus célèbre de France. Une perceuse mord le béton armé. De l'autre côté, il n'y a pas une cave. Il y a la salle des coffres de la Société Générale. Puis le mur cède. Les cambrioleurs passent un à un et devant eux s'alignent des centaines de coffres privés, silencieux, intacts, prêts à être ouverts. Nice, juillet 1976. Au 8 avenue Jean Médecin, la Société Générale croit son coffre-fort protégé par l'acier, les alarmes et l'épaisseur du bâtiment. Mais sous les trottoirs, il existe une autre ville. Un labyrinthe d'égouts, de galeries, de tunnels où personne ne regarde vraiment. Au centre de cette histoire, il y a Albert Spaggiari. Photographe à Nice, ancien militaire, homme de droite radical, aventurier, charmeur et bientôt cerveau présumé du casse du siècle. Spaggiari n'imagine pas un braquage classique, pas de fusil, pas d'otage, pas de sirène. Il veut entrer là où la banque ne l'attend pas, par en dessous. Selon l'enquête, il commence par étudier la salle des coffres de l'intérieur. Il loue un coffre, observe les lieux, mesure les habitudes, cherche la faille. La faille n'est pas dans la porte blindée, elle est derrière un mur, au niveau des égouts, là où l'odeur suffit à décourager les curieux. Pendant des semaines, une petite équipe travaille dans l'ombre. Ils creusent, percent, évacuent les gravats avec la patience d'ouvriers clandestins. Le bruit doit rester contrôlé. Le chantier avance lentement, dans l'humidité, la peur d'être surpris et cette certitude, au bout, il y a une fortune. Le week-end du 17 au 18 juillet 1976, Nice pense aux vacances. La banque est fermée. Pour les cambrioleurs, c'est maintenant ou jamais. Ils pénètrent dans la salle des coffres par leur tunnel. À l'intérieur, ils ont du temps, des outils et des centaines de boîtes privées à forcer. On parlera ensuite d'environ 400 coffres visités. Bijoux, lingots, espèces, titres, le montant exact restera longtemps flou, estimé à des dizaines de millions de francs. Mais le détail qui va entrer dans la légende, ce n'est pas seulement le butin. C'est une phrase laissée sur le mur du coffre. Sans armes, ni haine, ni violence. Le lundi 19 juillet, les employés découvrent une scène impossible. La porte blindée n'a pas été attaquée. Le coffre a été vidé depuis les entrailles de la ville. La police descend dans les égouts. Elle comprend vite que ce n'est pas un coup improvisé, mais une opération préparée avec méthode, endurance et culot. L'affaire explose dans la presse. Nice devient le décor d'un casse presque irréel. Pas un coup de feu, pas une victime et une banque humiliée par un trou dans un mur. Les enquêteurs remontent des pistes, interrogent, recoupent. En octobre 1976, Albert Spaggiari est arrêté. Le photographe souriant devient le suspect numéro 1. Mais Spaggiari ne veut pas finir son histoire dans un dossier judiciaire. Le 10 mars 1977, au palais de justice de Nice, il prépare une sortie digne d'un film. En pleine audition, il bondit par la fenêtre. Il chute sur le capot d'une voiture, se relève et file à moto avec un complice qui l'attend. À partir de là, Spaggiari devient un fugitif célèbre. Il se cache, se met en scène, donne parfois des signes de vie et alimente sa propre légende. Condamné par contumace, Albert Spaggiari ne retournera jamais durablement derrière les barreaux pour ce casse. Il meurt en 1989, en Italie, après des années de cavale. Le casse de Nice reste alors plus qu'un vol, une blessure dans le mythe de la sécurité bancaire. Un tunnel creusé dans les égouts, une phrase sur un mur et un homme qui a compris que parfois, la porte la mieux gardée est celle qu'on ne touche jamais. L'avion frappe la montagne, l'aile s'arrache et une carlingue remplie de jeunes rugbymen glisse dans la neige comme un projectile. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment 2 survivants vont traverser les Andes à pied pour révéler un miracle que le monde croyait impossible. À l'intérieur, les sièges se décrochent, les corps sont projetés vers l'avant et le fuselage devient un tunnel de métal hurlant. En quelques secondes, le vol 571 n'est plus un avion. C'est une carcasse perdue à près de 3600 mètres d'altitude. Puis le silence tombe.
Autour d'eux, il n'y a ni route, ni village, ni fumée d'usine. Seulement un désert blanc, immense, et des sommets qui les enferment. Le 12 octobre 1972, l'équipe de rugby amateur Old Christians Club quitte Montevideo pour jouer un match au Chili. À bord, joueurs, amis, proches, 45 personnes au total. L'appareil est un Fairchild FH-227 de la force aérienne uruguayenne, immatriculé T571. Le vol doit franchir les Andes, une muraille où la météo peut transformer une erreur en condamnation. Le mauvais temps oblige l'équipage à faire étape à Mendoza, en Argentine. Le lendemain, vendredi 13 octobre, le commandant Julio César Ferradas et son copilote Dante Lagurara repartent vers Santiago. Pour passer la cordillère, l'avion emprunte une route aérienne qui demande une navigation précise. Mais au-dessus des nuages, entre turbulences et sommets cachés, la position réelle devient incertaine. Lagurara annonce prématurément qu'ils ont franchi Curico et demande l'autorisation de descendre. En réalité, l'avion est encore au-dessus des Andes. Soudain, les passagers voient une paroi blanche apparaître dans les hublots. Le pilote tente de cabrer, mais la montagne est déjà là. L'impact tue immédiatement plusieurs personnes, dont le commandant Ferradas. D'autres survivent avec des fractures, des plaies profondes ou coincés sous les sièges. Parmi les survivants, Roberto Canessa, étudiant en médecine, et Gustavo Zerbino tentent de trier les blessés. À 19 ans, Canessa devient l'un des seuls remparts contre la panique. La première nuit est glaciale. Sans vêtements de montagne, les survivants se serrent dans le fuselage éventré pour empêcher leur corps de s'éteindre. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent, chocolat, vin, confiture, quelques biscuits. Pour 27 survivants, ces réserves ne sont presque rien. Au-dessus d'eux, des avions de recherche passent, parfois assez près pour être entendus. Les survivants agitent des vêtements, crient, mais la carlingue blanche se confond avec la neige. Le 21 octobre, après 8 jours, les recherches officielles sont suspendues. Les familles ne le savent pas encore, mais dans la montagne, certains de leurs fils sont toujours vivants. Puis un petit poste radio récupéré dans l'avion capte la nouvelle. Les survivants entendent, eux-mêmes, que le monde a cessé de les chercher. La fin devient une torture lente. Après de longues discussions, les survivants prennent une décision extrême. Utiliser les corps de ceux qui sont morts pour que les autres puissent vivre. Ils sont catholiques, jeunes, et beaucoup connaissent les morts par leur prénom. Ce choix n'est pas un geste de sauvagerie, mais un pacte terrible avec la survie. Le 29 octobre, une avalanche frappe le fuselage pendant la nuit. La neige envahit l'intérieur et tue 8 personnes de plus, transformant l'abri en tombe. Nando Parrado survit après avoir perdu sa mère dans le crash, puis sa sœur Suzy quelques jours plus tard. Peu à peu, une idée s'impose. Attendre, c'est mourir. Les survivants transforment des morceaux de l'avion en outils. Ils fabriquent des lunettes contre la réverbération, des sacs de couchage improvisés et préparent une marche que personne ne devrait tenter. Le 12 décembre, Parrado, Canessa et Antonio Vizintin quittent l'épave. Ils croient devoir franchir une dernière crête. Devant eux, il y a en réalité une chaîne interminable. Après plusieurs jours, Vizintin retourne vers l'avion pour économiser les vivres. Parrado et Canessa continuent seuls, épuisés, brûlés par le soleil le jour, gelés la nuit. Le 20 décembre, près de Los Maitenes, au Chili, ils aperçoivent un homme de l'autre côté d'une rivière, le berger Sergio Catalan. Le lendemain, ils lui lancent un message écrit sur du papier. Le message commence par « Vengo d'un avion que cayó en las montañas ». Catalan part prévenir les autorités, et la nouvelle remonte enfin jusqu'au monde extérieur. Le 22 décembre 1972, des hélicoptères atteignent l'épave. Après 72 jours dans les Andes, 16 survivants sont retrouvés vivants. Le monde découvre alors l'histoire entière. Le crash, le froid, la faim, la décision impensable et la marche de Parrado et Canessa. Ce qu'on appellera le miracle des Andes n'est pas seulement une survie. C'est la preuve que parfois, l'espoir avance encore quand tout le reste s'est arrêté. À 1h du matin, un poney refuse d'avancer dans une cour noire de Whitechapel. Et si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez comment cette seule nuit va transformer Jack l'Éventreur en fantôme immortel de Londres. Louis Diemschutz descend de sa carriole.
Il craque une allumette, se penche et voit une femme étendue contre le mur, encore tiède, la gorge ouverte. 44 minutes plus tard, à Mitre Square, un policier lève sa lanterne. Dans le cercle de lumière, un second corps vient d'apparaître. Londres, automne 1888. Dans l'East End, Whitechapel est un labyrinthe de ruelles, de pensions surpeuplées et de cours où la misère dort debout. Depuis le 31 août, la peur a un nom sans visage. Mary Ann Nichols puis Annie Chapman ont été tuées et les journaux écrivent que l'assassin connaît peut-être le couteau comme un métier. Le 27 septembre, une lettre arrive à la Central News Agency. Elle commence par « Dear Boss » et se termine par un surnom qui va survivre à tous les rapports de police. Jack the Ripper. Personne ne sait si la lettre vient du tueur. Mais le 29 septembre, elle est transmise à Scotland Yard. Et la nuit suivante, Whitechapel bascule. La première victime de cette nuit s'appelle Elizabeth Stride. Elle a 44 ans, elle est née en Suède, et ce soir-là, elle se trouve près de Berner Street, au sud de Whitechapel Road. Aux alentours de minuit 45, un témoin nommé Israel Schwartz affirme avoir vu une altercation près de l'entrée de Dudfield's Yard. Les détails restent discutés, mais quelques minutes plus tard, Stride est seul dans l'ombre. À l'intérieur du bâtiment voisin, l'International Working Men's Educational Club est encore animé. Des hommes parlent, chantent, débattent, sans savoir qu'un meurtre vient peut-être de se jouer à quelques pas. À 1 heure précise environ, Diemschutz rentre au club avec son poney et sa charrette. L'animal se cabre dans le passage comme s'il avait senti quelque chose avant l'homme. Stride gît sur le côté gauche. Sa gorge est tranchée, mais son corps n'a pas subi les mutilations observées dans les crimes précédents. Pour les enquêteurs, une possibilité s'impose. L'assassin a été interrompu. Le bruit du poney, la charrette, les pas dans la cour, et il a dû disparaître dans la nuit. Pendant que l'on court chercher la police, une autre femme est déjà en mouvement, à moins d'un quart d'heure de marche. Elle s'appelle Catherine Eddowes. Plus tôt dans la soirée, Eddowes a été arrêtée pour ivresse dans Aldgate. Vers 1 heure du matin, on la libère du poste de Bishopsgate. Elle repart dans les rues de la City. À environ 1h35, 3 hommes la voient près de Church Passage, parlant avec un homme. Quelques minutes plus tard, ce passage mène vers Mitre Square. Mitre Square est presque vide. Des entrepôts, des murs hauts, quelques fenêtres sombres. Un endroit assez silencieux pour que quelques minutes suffisent. À 1h44, le constable Edward Watkins entre dans la place pendant sa ronde. Il vient de passer là quelques minutes plus tôt. Maintenant, Catherine Eddowes est morte. Le docteur Frederick Gordon Brown constate des mutilations sévères. Le tueur a agi vite, dans l'obscurité, au cœur d'une ville patrouillée par la police. Puis un indice apparaît à Goulston Street, un morceau du tablier de Catherine Eddowes, taché, abandonné dans l'entrée d'un immeuble. Sur le mur, une phrase à la craie provoque aussitôt la panique. Le commissaire Charles Warren ordonne d'effacer l'inscription avant l'aube, craignant des émeutes antisémites dans un quartier déjà sous tension. Une trace possible disparaît pour toujours. Le 1er octobre, une carte postale signée Saucy Jackie arrive et revendique le double event. Elle peut être un canular, comme beaucoup de lettres, mais elle grave cette nuit dans la légende noire de Whitechapel. 2 femmes ont été tuées à moins d'1 heure d'intervalle dans 2 juridictions différentes, sous les yeux d'un Londres affolé. Et malgré les patrouilles, les témoins, les lettres et les indices, l'homme que l'on appelle Jack l'Éventreur s'évanouit sans visage. Une lame jaillit dans l'ombre et tranche la gorge du pharaon. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir comment un complot né dans le harem royal a failli effacer la succession de Ramsès III. Dans les couloirs, des gardes courent, torches levées, pendant que des cris éclatent derrière les tentures. Le palais le plus protégé d'Égypte vient de devenir une scène de crime. Au même moment, des conspirateurs comprennent que leur coup vient de basculer dans l'irréversible. Si le roi meurt, un autre fils peut monter sur le trône. Nous sommes vers 1155 avant notre ère, à la fin du règne de Ramsès III. Après plus de 30 ans de pouvoir, le pharaon vieillit, mais son trône reste le centre de toutes les convoitises. Ramsès III n'est pas un roi quelconque. Il a repoussé les peuples de la mer,
construit son grand temple funéraire à Médine-Abou et tente de maintenir l'Égypte debout dans une époque instable. Mais derrière les murs du palais, la menace ne vient pas d'une armée étrangère. Elle vient de sa propre maison. Au cœur du complot se trouve Tiye, une épouse secondaire de Ramsès III. Son objectif est clair, écarter l'héritier choisi et placer son fils Pentahour sur le trône. Pentahour n'est pas l'héritier principal, et dans l'Égypte pharaonique, naître trop loin dans l'ordre de succession peut condamner un prince à regarder le pouvoir lui échapper. Tiye ne peut pas agir seul. Les textes du procès révèlent un réseau de femmes du harem, de fonctionnaires, de majordomes, de scribes, et même d'hommes chargés de transmettre des messages hors du palais. Le document qui nous raconte cette affaire existe encore, le papyrus judiciaire de Turin. C'est l'un des récits de conspiration les plus glaçants de toute l'Égypte antique. Dans ce papyrus, les accusés sont jugés après la mort du roi, sous le règne de Ramsès IV. Certains noms semblent même avoir été remplacés par des sobriquets infamants, comme si l'État voulait les salir pour l'éternité. Les conspirateurs ne préparent pas seulement un assassinat. Selon les sources judiciaires, ils utilisent aussi des formules magiques et des figurines de cire pour affaiblir les gardes et ouvrir le passage. Un homme nommé Pébé-Kamen, haut responsable du harem, apparaît parmi les organisateurs. Son rôle, faire circuler les messages, relier les complices, transformer les murmures en plans d'action. Le moment choisi est probablement une période de fête ou de cérémonie, quand le palais bouge, quand les portes s'ouvrent, quand le chaos peut masquer l'impensable. Les textes ne décrivent pas chaque geste, mais ils confirment que le complot atteint le roi. Pendant des siècles, une question demeure. Ramsès III a-t-il vraiment été tué? Les textes parlent d'un complot, de condamnation, mais le corps du roi garde le silence. Puis, au XXIe siècle, la science ouvre le dossier. En 2012, une équipe examine la momie de Ramsès III au scanner. L'image révèle une blessure terrifiante. Une large entaille profonde au niveau du cou. La trachée, l'œsophage et de grands vaisseaux ont été sectionnés. Les chercheurs concluent que cette blessure aurait tué Ramsès III presque instantanément. Sous les bandelettes, les embaumeurs avaient placé une amulette protectrice dans la plaie. Autre détail troublant, un orteil du pharaon semble avoir été sectionné, peut-être par une autre arme. Certains spécialistes envisagent donc plusieurs assaillants frappant dans la confusion. Le procès est brutal. Plusieurs accusés sont condamnés à mort, d'autres sont autorisés ou forcés à se suicider. Pentahour, le fils que Tiye voulait voir régner, fait partie des condamnés. Une momie retrouvée avec Ramsès III, longtemps surnommé l'homme inconnu a parfois été proposée comme celle de Pentahour. Son identité reste discutée, mais son traitement funéraire inhabituel continue d'alimenter le mystère. Le complot échoue politiquement. Ramsès IV monte bien sur le trône. Mais les conjurés réussissent l'impensable. Ils tuent un pharaon vivant au cœur même de son palais. 3000 ans plus tard, le papyrus et le scanner racontent la même histoire. Ramsès III n'est pas seulement mort, il a été trahi par ceux qui vivaient derrière ses propres portes. La jungle se referme sur 3 hommes trempés et derrière eux, le dernier chemin disparaît. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir pourquoi la quête folle de Percy-Fawcett n'était peut-être pas si folle. Un torrent brun coupe leur route, les chevaux paniquent, les caisses glissent, l'eau monte jusqu'à la poitrine. Fawcett avance quand même, comme si la carte qu'ils portent valait plus que leur vie. Au crépuscule, le camp s'éteint presque. Quelque part dans les arbres, un bruit répond au silence. Le lendemain, Percy-Fawcett, son fils Jack et Raleigh Grimel continuent vers une zone dont aucun Européen ne revient avec certitude. Avant de disparaître, Percy Harrison Fawcett est une légende vivante. Ancien officier britannique, cartographe, il a déjà traversé l'Amazonie quand une grande partie des cartes reste blanche. En 1906, la Royal Geographical Society l'envoie mesurer des frontières en Bolivie et au Brésil. Là-bas, Fawcett découvre un monde de fièvres, de fleuves immenses et de villages que Londres ne comprend pas. Il revient plusieurs fois, survit aux insectes, aux maladies, aux privations. Peu à peu, une idée le dévore. Sous cette forêt, il existe les traces d'une civilisation oubliée.
La pièce qui enflamme son obsession dort à Rio de Janeiro. Un manuscrit de 1753, connu aujourd'hui comme le manuscrit 512. Il décrit une cité de pierre perdue dans l'intérieur du Brésil. Fawcett ne parle pas seulement d'un trésor. Il imagine des routes, des temples, une culture inconnue et donne à ce but un nom court, presque secret, Z. En Europe, beaucoup ricanent. Pour eux, l'Amazonie ne peut cacher que des marécages, des tribus dispersées et la mort lente des explorateurs imprudents. Mais Fawcett a vu des indices, des poteries, des récits indigènes, des lignes de terre qui ne semblent pas naturelles. Il se persuade que la forêt a avalé une ville entière. La Première Guerre mondiale l'interrompt. Fawcett serre sur le front, vieillit brutalement, puis revient avec une détermination plus dure encore. En 1920, il tente déjà d'atteindre Z. L'expédition échoue dans le Mato Grosso, à un endroit qu'il nomme Dead Horse Camp, le camp du cheval mort. 5 ans plus tard, il repart. Cette fois, il refuse les grandes caravanes. Trop lentes, trop visibles, trop dépendantes. Avec lui, il emmène son fils Jack Fawcett, 21 ans, et Raleigh Grimel, l'ami de Jack. 3 hommes seulement pour traverser l'une des régions les plus isolées du continent. Le 20 avril 1925, il quitte Cuiabá. Des mulets, quelques porteurs au départ, des armes, des carnets, et l'idée fixe que Z se trouve quelque part vers les sources du Xingu. Fawcett écrit à sa femme Nina avec une confiance presque inquiétante. Il veut que personne ne vienne les sauver si le silence tombe. Le 29 mai 1925, depuis Dead Horse Camp, il envoie son dernier message connu. Les mots sont calmes. Il affirme qu'il ne faut craindre aucun échec. Après cela, les 3 hommes partent vers l'est, en direction de territoires où les alliances entre peuples indigènes sont complexes et parfois dangereuses. Les cartes deviennent moins utiles que les avertissements. Selon des récits recueillis plus tard, ils passent par des villages indigènes et reçoivent des mises en garde. Fawcett continue pourtant, persuadé d'être proche de son objectif. Puis plus rien. Aucun carnet retrouvé, aucune photographie finale, aucun corps identifié avec certitude. Seulement une ligne invisible dans la forêt, franchie par 3 hommes. Les expéditions de recherche se succèdent pendant des décennies. En 1951, les frères Villas-Boas reçoivent des ossements présentés comme ceux de Fawcett, mais les analyses ne confirment pas l'identification. Le retournement arrive bien plus tard. L'archéologie moderne révèle dans le Haut-Xingu des réseaux de villages, routes, fossés et places organisées. Z n'était peut-être pas une cité de pierre, mais Fawcett avait cherché au bon endroit l'ombre d'un monde disparu. La nuit explose à San Vicente. 2 Américains retranchés tirent dans l'obscurité et toute une garnison bolivienne se jette sur leur maison. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir pourquoi, plus d'1 siècle après, personne ne peut prouver avec certitude que Butch Cassidy et le Sundance Kid sont morts ce soir-là. À l'intérieur, un homme est déjà grièvement blessé. L'autre rampe vers lui, recharge son revolver, tandis que les balles percent les murs de terre crue. Puis 2 coups claquent, différents des autres. Au matin, les soldats entrent et trouvent 2 corps que personne n'ose identifier officiellement. Pour comprendre cette nuit, il faut revenir à l'homme qui se fait appeler Butch Cassidy. Son vrai nom est Robert Leroy Parker, né en 1866 dans l'Utah, fils d'une famille mormone pauvre. À l'âge adulte, Parker devient voleur de bétail, puis braqueur de banque. Il prend le surnom de Butch Cassidy et attire autour de lui une bande rapide, mobile, presque insaisissable. Parmi eux se trouve Harry Alonzo Longabo, le Sundance Kid. Plus jeune, élégant, tireur réputé, il forme avec Butch un duo qui va entrer dans la légende. Leur groupe est connu sous le nom de Wild Bunch. Les journaux les décrivent comme les bandits les plus recherchés de l'Ouest américain. Le 2 juin 1899, près de Wilcox, dans le Wyoming, un train de l'Union Pacifique est attaqué. Le coffre express est dynamité et la compagnie engage bientôt des détectives pour les traquer. La pression vient surtout de l'agence Pinkerton. Ces hommes suivent les pistes, interrogent les témoins, compilent les visages et resserrent lentement l'étau. Butch comprend alors que l'Ouest n'est plus assez grand. En février 1901, il embarque à New York avec Sundance et Etta Place, la compagne de Sundance.
Le navire les mène vers l'Argentine. Là-bas, ils espèrent disparaître sous d'autres noms, loin des affiches, des shérifs et des télégraphes. Ils s'installent près de Cholila, en Patagonie, dans une vallée isolée. Officiellement, ce sont des éleveurs américains qui construisent une nouvelle vie. Pendant un temps, la fuite ressemble presque à une victoire. Butch écrit à des connaissances aux États-Unis, parle de terre, de bétail, d'avenir. Mais la légende les rattrape. Après le braquage d'une banque à Rio Gallegos en 1905, les soupçons se tournent vers eux, même si les preuves restent discutées. Etta Place disparaît ensuite du récit. On sait qu'elle repart vers le nord avec Sundance à un moment, mais son destin exact reste l'un des grands mystères de cette affaire. Butch et Sundance, eux, descendent plus loin encore. Leurs traces les mènent au Chili, puis en Bolivie, pays de montagnes, de mines d'argent et de routes dangereuses. En 1908, ils auraient travaillé pour la mine de Concordia, près de Santa Vera Cruz. Des hommes venus de très loin, discrets, armés, avec un passé qu'ils ne racontent pas. Le 3 novembre 1908, près de Tupiza, une mule transportant la paix de l'Aramayo, Frank Isia est attaqué. Les bandits emportent une somme importante destinée aux mineurs. Les autorités se lancent à leur poursuite. Le 6 novembre, 2 étrangers arrivent à San Vicente, un village minier isolé à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils louent une pièce, mais leur mule, leur accent et leur chargement éveillent les soupçons. Un habitant prévient les autorités locales. Dans la nuit, des soldats et des policiers encerclent la maison. Personne ne sait encore qu'ils sont peut-être face aux 2 fugitifs les plus célèbres du Far West. La fusillade dure de longues minutes. Un soldat bolivien est tué, d'autres sont blessés et les 2 hommes à l'intérieur semblent ne plus avoir aucune issue. Selon les témoignages, les derniers coups viennent de l'intérieur. Quand le silence tombe, on découvre 2 morts. L'un aurait été achevé par son compagnon, qui se serait ensuite suicidé. Les corps sont enterrés dans le cimetière de San Vicente, mais aucun document signé sur place ne porte les noms de Robert Leroy Parker ou Harry Longabog. Des décennies plus tard, des recherches et des exhumations sont tentées. Elles ne permettent pas de confirmer définitivement que les 2 corps sont bien ceux de Butch Cassidy et du Sundance Kid. Alors la légende survit. Des rumeurs affirment que Butch serait rentré aux États-Unis sous un autre nom, mais les historiens retiennent surtout San Vicente comme la fin la plus probable. Ce qui est certain, c'est ceci. 2 hommes ont fui plus loin que presque tous les hors-la-loi de leur époque. Et dans une maison de terre, au bout du monde, leur histoire a laissé une dernière question sans réponse.